Salut à toutes et à tous et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire consacré au sport sur Canal 3 Bénin. Au menu ce soir, un mélange salivant fait de sport collectif et de sport individuel. D'abord, le Maracana et le Bénin qui échouent au pied de la plus haute marche du podium à la Coupe du monde de la discipline. Les Guépards maracaniers défaits 3-0 par le pays hôte, la Côte d'Ivoire. Nous en parlerons dans un instant et nous aurons en ligne depuis la capitale ivoirienne le sélectionneur national Juste Danso. Nous parlerons ensuite du football avec la fenêtre internationale du mois d'octobre qui prévoit les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025. Le Bénin aura une double confrontation contre le Rwanda et tout commence cette semaine. Dans cette émission, bien sûr, nous jetterons un regard sur l'identité des joueurs convoqués par le sélectionneur national pour ces deux explications. Et puis sur le palier des sports individuels, nous parlerons gymnastique, mais aussi et surtout au cyclisme avec un grand monsieur du vélo. Je refuse pour le moment de vous révéler son identité. Suspense garanti donc. Voilà la charpente de cette aventure vespérale. L'un des témoins ce soir, c'est mon confrère Gildas Adimou. Gildas, bonsoir. Et bonsoir à vous, Reynassis Alosser, et bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Voilà, je rappelle que vous êtes journaliste, reporter sportif officiant à Atlantique FM. Donc l'Atlantique FM et Sport 241. Voilà. Et en face de vous, mon collègue Maël Belou. Maël, bonsoir. Bonsoir Narcisse et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, le décor est ainsi planté. Actualité oblige. Nous allons commencer avec notre rubrique Un grand angle. Honneur cette semaine au Maracana dans notre rubrique Grand Angle. C'est surtout pour évoquer la Coupe du monde de la discipline. La première édition de l'histoire a pris fin hier dimanche à Abidjan avec le sacre de la Côte d'Ivoire qui a fait échec au Bénin en finale de l'épreuve. Voici le résumé de cette grande finale avec notre envoyé spécial dans la capitale ivoirienne, Candide Mouheto. Pas de cerise sur le gâteau pour les Guépards du Bénin, qui termine vice-champion de la première édition de la Coupe du monde de Maracana. La crise est à peine finie au sein de la fêtière du Maracana béninois et la sélection nationale porte haut l'étendard du Bénin sur la scène mondiale. Juste Fleury Dansou et ses hommes se sont offert le luxe de disputer la finale de la première édition du mondial de Maracana, mais la barre était un peu haute face aux éléphants de la Côte d'Ivoire, 9 fois champion d'Afrique dans la discipline. L'expérience, la forme physique et surtout un public bien mobilisé derrière la Côte d'Ivoire étaient largement au-dessus des moyens des Guépards dans cette affiche finale. Et ils n'ont malheureusement pu rien faire que de courber les chines face aux éléphants sur un score de 3-0. Ils devront encore attendre la prochaine édition de la compétition pour espérer soulever le trophée. La meilleure équipe a gagné ce soir et il faut être bon perdant. La Côte d'Ivoire était totalement un cran au-dessus ce soir. Donc, nous pouvons être fiers de notre parcours parce qu'on n'a même pas eu 3 mois de préparation. On est venu, mais on voulait tout donner pour aller chercher cette première édition de la Coupe du monde. Mais fiers quand même des joueurs, mais on repart quand même déçus. Avec le sentiment du devoir à moitié rempli. C'est un deuxième pari gagné pour le nouveau bureau exécutif de la Fédération béninoise de Maracana, installé il y a seulement 2 mois, celui d'une bonne participation du Bénin à la Maramonde, Abidjan 2024 après l'organisation du championnat national de la discipline. Vous savez que le sentiment de joie, parce que nous sommes venus, comme vous l'avez dit, à peine 2 mois et voilà ce que nous avons pu, n'est-ce pas, faire. Et je dis merci à mes collaborateurs, merci, n'est-ce pas, au ministère des Sports et surtout au ministre qui est resté derrière nous. Merci au gouvernement béninois et merci à tous les Béninois. Ce qui reste désormais à faire, nous allons apprendre de nos erreurs, nous allons pas faire les choses et nous venons, comme il a dit, d'arriver. Et les prochaines fois, j'avoue que nous allons faire fort et Inch'Allah, nous allons remporter des trophées, pas des trophées, des trophées. Finaliste malheureuse, l'équipe béninoise repart avec 15 médailles d'argent et un chèque de $40 000
soit environ 24 millions de francs CFA. L'équipe du Togo qui termine sur la troisième marche du podium avec sa victoire 5-4 face au Canada lors de la petite finale repart avec 15 médailles de bronze et un chèque de 17 000 $. Quant à l'équipe de la Côte d'Ivoire, championne de cette première édition de la Coupe du Monde de Maracana, elle s'adjuge le trophée une somme de 80 000 $, soit environ 45 millions de francs CFA. Voilà, c'était le résumé de notre envoyé spécial dans la capitale ivoirienne, Candide Rouento. Le Bénin, vice-champion du monde, donc, et depuis Abidjan, nous sommes en direct avec le sélectionneur national, Juste Dansou. Juste, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Dites-nous, la délégation béninoise a déjà fait ses valises et rentre ce soir. Je devine, vous êtes à l'aéroport actuellement. Évidemment, nous sommes à l'aéroport. On attend l'embarquement tout de suite. Et on va recaliner Cotonou dans les instants. Voilà. Vos sentiments, vous les avez déjà exprimés. On vous a écouté tout à l'heure dans l'élément. Mais pour un compétiteur, c'est vrai, la défaite fait mal. Mais on ne crache pas sur une médaille d'argent à une Coupe du Monde. Oui, bien sûr que oui. On a voulu, sinon on aurait voulu avoir la médaille d'or, mais on ne l'a pas eu. On se contente de la médaille d'argent. On va travailler fort pour revenir plus fort les prochaines fois. Voilà, vous sortez de cette compétition avec une récompense individuelle aussi, celle du meilleur buteur de la compétition. Il est revenu à Séverin Afouda. Parlez-nous un peu de ce joueur. Voilà, Séverin Afouda, la révélation. Et il ne connaissait pas le Maracana jusqu'à fin août. Et on l'a découvert au championnat. Et nous lui avons fait confiance, nous l'avons fait sélectionner. À toutes les phases, il nous a convaincus. Et on est venu, et il a été retenu dans la liste des 12 joueurs sélectionnés. On vient à Abidjan et nous sommes le grand jeu. Afouda, aujourd'hui, je vous jure, c'est la star ici, c'est la révélation. Les Ivoiriens l'appellent le Simon Adingra du Bénin. Tout à fait. Alors, j'en parlais tantôt, on vous a écouté dans l'élément, le résumé de cette finale, mais est-ce qu'avec un peu de recul, parce qu'on vous avait pris dans le feu de l'action, est-ce qu'avec un peu de recul, vous confirmez que la marche était un peu plus haute pour le Bénin en finale? Oui, bien sûr que oui. Évidemment, nous sommes arrivés ici. Dès le premier match, nous avons enregistré 2 blessés. Nous avons joué avec un effectif très limité et très réduit. Christian Koutoni, il a joué avec 2 points de suture. Séverin Afouda a joué également avec 2 points de suture à la tête le jour de la finale. Nous avons 2 joueurs également qui étaient blessés. Et alors, nous n'avons pas su réellement répondre aux défis physiques. Et ce soir, franchement, on est tombé les âmes à la mer. Et le soir de la finale, il n'y avait pas match. Et on a lutté, mais on ne pouvait pas faire plus. Voilà, on va parler de l'adversaire. On se rappelle qu'il y a de cela quelques mois, pour ne pas dire années, la Côte d'Ivoire était venue gagner la Coupe d'Afrique des Nations ici au Bénin, à Grand Popo pour être plus précis. Victoire face au Bénin toujours. Est-ce que pour cette grande finale de la Coupe du Monde, ça a été un moment pris comme une occasion de revanche sur les éléphants? Bon, nous, on ne l'avait pas pris comme ça. Nous, on a pris les matchs après match. On s'est préparé en fonction des adversaires qu'on a chaque fois eu. On ne voulait pas forcément prendre une revanche, mais on voulait gagner cette première édition de la Coupe du Monde de Maracana. Malheureusement, on n'a pas pu. Donc, bon, en bon perdant, pas grave. On va travailler quand même et on va essayer de repousser cette limite, Inch'Allah. On en vient maintenant à votre propre identité. Le public sportif béninois vous connaît en tant que sélectionneur national de Maracana, mais en réalité, qui est Juste Dansou? Juste Dansou, je suis à l'état civil ingénieur électromécanicien. J'ai découvert le Maracana à l'université d'Abomey-Calavi. J'étais en cabine, on le pratiquait, on ne savait pas que ça allait nous amener là où on est aujourd'hui. On ne peut qu'être fiers. On se dit que on se prépare pour d'autres défis quand même.
Voilà, vous êtes, je le rappelle, vous êtes à l'aéroport actuellement. Vous vous préparez pour votre vol prévu pour 21h justement. Un mot pour conclure cet entretien. Oh, merci au public béninois, merci à tout le monde, tous ceux qui sont restés au pays, qui sont restés derrière à fond, qui sont restés à fond derrière nous, tous ceux qui nous ont envoyé des messages de soutien, de félicitations, d'encouragement et tout et tout. Nous nous excusons parce que si nous n'avons pas pu remporter la coupe, c'est clair que quelque chose a manqué. Nous allons essayer de tirer les enseignements nécessaires des erreurs que nous avons commises. Nous allons tirer les leçons et nous allons essayer de les corriger et essayer de porter un jour le Bénin sur le toit du monde du Maracana. Voilà, merci Juste Dansou. Je rappelle que vous êtes le sélectionneur national de Maracana et que vous avez décroché notre appel depuis Abidjan. Vous vous apprêtez d'ailleurs à rentrer au pays et vous êtes même à l'aéroport, actuellement à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour votre vol. Bon retour donc au pays et retour sur ce plateau justement. D'abord Gildas Adimou. Merci. Voilà, Gildas Adimou, le Bénin qui rentre de cette Coupe du Monde avec une médaille d'argent. Oui, c'est déjà à saluer la toute première édition et on a déjà glané cette médaille-là, médaille d'argent pour une toute première participation. Je crois que c'est assez intéressant quand même de pouvoir quand même, malgré le temps assez court pour la préparation de cette édition, de remporter cette médaille, à finir deuxième face aux pays hôtes. C'est pas rien comme on le dit et je crois que le Bénin a déjà fait un effort supplémentaire déjà de réussir parce que moi je veux dire que c'est quand même un exploit vu le temps relativement court et face aux pays hôtes, la Côte d'Ivoire qui pratique le Maracana chaque fois, ils sont dedans à chaque fois. Nous on a connu une sacrée période de crise avant de pouvoir maintenant commencer le championnat et après participer à cette première édition-là. Déjà, bravo à tout ce beau monde-là pour avoir fait ce travail-là. En face, c'était la Côte d'Ivoire, mais face à la Côte d'Ivoire, plus fort que vous, vous vous inclinez. Voilà, la Côte d'Ivoire qui, il faut le dire, reste la locomotive de cette discipline en Afrique et même, pourquoi pas, dans le monde. Quand on sort d'une crise, Maël, une crise qui aura duré quand même 4 ans et que juste au lendemain, on va taper aux portes d'une Coupe du Monde, d'un trophée, c'est encourageant. Oui, forcément, parce que quand vous sortez d'une période aussi délicate et difficile, vous dites que le meilleur à faire ou le mieux à faire, c'est quand même essayer de participer à cette compétition en gardant à l'esprit que vous y allez surtout pour renaître peut-être. Quand vous arrivez dans cette compétition avec le passé que vous avez, ce n'est pas forcément les meilleures conditions pour arriver dans cette compétition-là. Maintenant, quand vous commencez par une victoire et qu'au deuxième match, vous subissez une défaite, forcément, ça ne commence pas à trottiner dans les têtes. Après, il y a eu cette capacité de résilience des Maracaniens béninois qui ont su se reprendre et qui ont battu la France et pour faire le parcours qu'on leur connaît jusque-là en finale avant de peut-être échouer sur une équipe qui est peut-être ou la meilleure équipe actuellement en Afrique ou même dans le jeu du Maracana. Moi, je salue déjà la performance des joueurs, le coach, tout le travail qui a été abattu. Il a dit tout à l'heure, lors de cette finale-là, il y a eu beaucoup de joueurs qui étaient blessés. Il évolue avec un effectif qui était diminué. Donc, difficile pour eux de vraiment se mesurer à une équipe ivoirienne qui était beaucoup plus en place et qui a développé un jeu beaucoup plus productif que celui du Bénin durant cette rencontre. Mais on ne peut que se satisfaire de cette première médaille d'argent qu'on vient de glaner. Bon, pour la Coupe du Monde, puisqu'on a gagné la médaille d'argent lors de la CAN. Donc, ce n'est qu'un point positif. Voilà, donc le Bénin, vice-champion du monde, c'est un défi qui est relevé. C'est facile, comme le dire, de monter, mais se maintenir, c'est plus difficile. Maintenant, c'est le plus gros du travail qui reste à faire maintenant. L'adversaire à battre maintenant, parce que déjà, désormais, on aura sur le Bénin. Oui. Voilà. Et quand vous tenez tête à la Côte d'Ivoire, et même si la Côte d'Ivoire vous broie pratiquement pratiquement en finale, là maintenant, on vous suivait, on va vous regarder avec un autre. Vous avez un autre statut, comme on le dit. Exactement. Voilà. Nous allons passer à présent au reste de ce qui a fait l'actualité cette semaine. C'est justement dans notre rubrique
Fil Info qui nous sera présenté justement par Maël Belou. Mais avant, voici le jingle. Maël, nous allons commencer ce tour d'horizon de l'actualité par la sélection nationale de football qui se prépare à aborder les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN en 2025. Et samedi, le sélectionneur national Garnet Rohr dévoilait la liste pour la double confrontation face au Rwanda. Oui, Narcisse, le technicien franco-allemand Garnet Rohr a dévoilé sa liste de 25 joueurs retenus pour aborder cette double confrontation face au Rwanda. Ce qu'il faut retenir déjà, c'est qu'il faut dire que Garnet Rohr a fait confiance presque aux mêmes hommes. Les cadres sont là. Steve Mounier, Olivier Verdon, Jodel Dossou, Mohamed Tidjani ou encore et Cécile Almeida. Les autres appelés sont Andreas Ontondi, Tosina Yegou, Junior Laitan, Steve Warren Traoré, Imran Hassan, Francisco Dododoku, Mariano Awangbo, Romari Kamoussou. Et là, on va noter la première sélection de Ghislain Aoudo et Samadou Atidikou qui revient aussi en sélection, Matteo Arlinvi, Rabiou Sankamao, Ouourou Tamimou aussi qui fait son retour, Moumini Rachid, Fassim Rodrigue, Sredi Kontondi et le gardien Saturnin Alagbe, Marcel Dandinou, ils sont tous là. Mais il faut souligner aussi la première du jeune gardien de l'Autopopo, Mariano Tinovi, tout à fait, qui fait sa première apparition avec les Guépards. Il faut dire que les matchs, que ce soit le match aller, va se jouer à Abidjan, vu que le stade général Mathieu Kérékou n'est pas homologué par la CAF. Ensuite, le Bénin va se déplacer à Kigali pour affronter le Rwanda. Il va falloir bien négocier ces rencontres-là parce qu'au détour de ces deux rencontres-là, on saura à peu près si le Bénin est en train de se positionner ou pas. C'est déjà le tournant de ces éliminatoires. Gilda Sadouni, d'abord, le contenu de cette liste dévoilée par le sélectionneur national, quelle analyse vous en faites? Non, mais je crois qu'il est resté dans la même veine que les deux premières journées. C'est pratiquement, les cadres sont là, c'est pratiquement l'ossature qu'il a encore appelé là. Il est dans une forme de continuité, il faudrait-il le souligner. Actuellement, il est toujours dans le processus de rajeunissement de l'effectif. Il a dit à plusieurs reprises, c'est toujours les mêmes qui reviennent avec des jeunes qui sont venus nouvellement étoffer cette liste-là, cette liste-là aujourd'hui. Je crois que Garnet Rohr, il a su ça lancer en fait. Même moi, il y a un truc qui me gêne un tout petit peu. Parce que oui, c'est au niveau de la convocation de certains joueurs qui n'ont pas de compétition, ils n'ont pas de club. C'est pas que je lui ferai un procès en fait. À part Jodel Dossou. Le cas Jodel, bien sûr, c'est ça je voulais parler. Il est le seul à ne pas avoir de club. Il est le seul en fait. Et c'est pas bien pour l'image de la sélection. On ne comprend pas en fait pourquoi aujourd'hui encore appelé Jodel Dossou pour cette double confrontation aujourd'hui. Il n'a pas de club. Il n'a pas de club, il n'a pas joué. On ne sait pas dans quelles conditions il s'entraîne aujourd'hui pour pouvoir être présent là. Mais à chaque fois, le sélectionneur lui fait confiance. Il appelle pour pouvoir venir gonfler le nombre. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas quel contrat il y a entre Garnet Rohr et Jodel Dossou. À chaque fois, il est toujours appelé. Parce qu'on ne comprend pas. Il nous a annoncé en conférence de presse il y a quelques semaines que Jodel Dossou va signer lors des athlètes. Il n'a jamais signé nulle part. Il n'a jamais signé nulle part. Aujourd'hui, il est encore appelé une fois en équipe nationale. On ne comprend pas. Non, je crois qu'aujourd'hui, il faut le dire. Il est dans sa logique, en fait. Lui nous a dit déjà en conférence de presse plusieurs fois que lui, il ne veut pas se débarrasser d'un joueur de cette manière-là. Mais en réalité, c'est comme si il n'y a plus d'autres joueurs aujourd'hui qui peuvent valablement suppléer à Jodel. Il appelle Jodel. On a vu récemment, le commun de mortels a vu Jodel Dossou récemment. Jodel Dossou a perdu de sa superbe. Et quand on n'est pas en compétition, ça se ressent. C'est un joueur qui a vécu. Quand vous avez du vécu, il n'y a peut-être pas de rythme, mais il a quand même vécu. Quand vous avez du vécu et que sur le terrain, ça se ressent automatiquement. Dans un 1 contre 1 où l'effort, il n'y a plus rien. Sur le sprint, il n'y a plus rien. Maintenant, c'est quoi son apport? L'expérience, il va apporter l'expérience pour jouer 15 minutes. Mais on n'a pas besoin de ça actuellement. On est en train de jouer pour une qualification. Oui, Maël. Oui, Jodel Dossou, c'est un joueur qu'on a tous connu ici. On a vu ses fulgurances et on a vu que c'était un joueur
à son prime, apportait beaucoup à cette équipe nationale. Mais aujourd'hui, vu qu'il est en train de tendre vers le déclin, sinon complètement sur le déclin, c'est pas pour ça qu'il va falloir jeter directement. Quelle est la condition pour venir à l'équipe nationale? Oui, la condition, elle est celle-ci. Vous devez être un joueur avec un club et surtout en forme. Voilà. Donc là, la grosse interrogation autour de Jodel Dossou, c'est qu'il n'a pas de club actuellement. Maintenant, je ne voudrais pas faire défendre le cas Jodel Dossou, mais je me rappelle, il y a lors des journées des éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est ce même Jodel Dossou qui a été un sauveur pour le Bénin. Je ne sais pas si ces performances-là priment avec Gernot Rohr pour qu'il le rappelle à chaque fois. Sinon, est-ce que sur ce dossier aussi, on ne va pas relativiser un peu parce qu'à côté de nous, dans un passé récent, on a eu un cas du genre au Togo, voisin, où Emmanuel Adebayor, sans club, on a fait un travail individuel avec lui, il est allé à la CAN. Ouais, vous avez dit on a fait un travail individuel avec Adebayor, il est allé à la CAN, mais quel est le travail qui a été fait aujourd'hui avec Jodel Dossou? On n'a pas la preuve en fait. L'entraîneur même décline les conférences de presse. L'entraîneur même décline les conférences de presse. Au lieu de venir en conférence de presse pour justifier, il ne vient pas. Et voilà, il reste dans son coin. On nous balance la liste via le site, sur les canaux digitaux de la fédération. Là, on a la liste maintenant. On ne fait pas en conférence de presse pour pouvoir expliquer la liste. Donc ça donne lieu à des supputations, à des questions sans réponse. Parce qu'on ne sait pas l'état de forme de Jodel Dossou. Bon, au-delà, on va pas se focaliser sur Jodel Dossou. Au-delà de Jodel Dossou, on parle aussi de nouvelles têtes dans cette liste. Exactement, notamment le milieu de terrain de Gabès en Tunisie, Ghislain Aoudo, l'ancien capitaine d'AGFC ici dans notre championnat. Et surtout un joueur local, c'est encourageant. Exactement. Le gardien de but de l'Autopopo. Exactement, voilà, Mariano Chinomvi, c'est un garçon qui a encaissé moins de buts la saison écoulée. L'entraîneur l'a observé. Au-delà même des statistiques, il a fait beaucoup d'exploits tout au long du championnat. On l'a vu sur les exactement pelouses avec l'Autopopo. Exactement, l'entraîneur l'a observé et maintenant c'est son nom qui a sonné. J'espère qu'il va profiter de ça et apprendre davantage parce que quand vous jouez avec les grands, quand vous êtes avec les grands, vous apprenez davantage pour pouvoir grandir davantage. On a besoin de ça parce qu'on a besoin d'une saine concurrence au niveau du poste de gardien de but. Parce qu'aujourd'hui, Saturnin Lagoué, c'est vrai, il est là, il est vieillissant. Il a trouvé un club récemment, il ne joue pas encore. Il n'a que actuellement Tanginou là qui est en numéro 1. Maintenant, il faut bousculer un peu la hiérarchie également. Pour créer la concurrence. Exactement. Alors, l'une des bonnes nouvelles de cette liste, il faut le dire aussi, c'est le retour de Mohamed Tidjani, le défenseur central, dont l'absence a été ressentie lors des 2 dernières journées de cette CAN. Oui. Mohamed Tidjani, je pense qu'avec Cédric Ontondi, c'est la paire que Gernot Rohr avait trouvée depuis les journées FIFA, contre les matchs contre le Sénégal et contre la Côte d'Ivoire. On a senti ce manque-là parce qu'il y avait un certain dynamisme, une certaine entente et des automatismes entre les deux joueurs. Maintenant, quand Mohamed Tidjani a manqué, forcément, ça a pesé dans la tête de Cédric Ontondi, qui a déjà passé 3 ou 4 matchs à côté de Mohamed Tidjani qui le rassurait. Donc forcément, en défense centrale, quand vous jouez avec une personne et que vous êtes habitué avec la personne, forcément, après, quand vous avez un nouveau joueur, forcément, vous ne vous retrouvez pas. Contre le Nigeria, c'est vrai qu'on ne va pas blâmer quelqu'un, on ne va pas jeter le tort sur quelqu'un, mais contre le Nigeria, la défense a été mauvaise et on a vu les résultats. On a encaissé 3 buts contre le Nigeria. Maintenant, contre la Libye aussi, je pense qu'il y a eu de petites erreurs, même si on a battu la Libye. On a eu quelques errements au cours du match. Donc, il va falloir que le retour de Mohamed Tidjani puisse apporter cette sérénité qu'on avait lors des 2 dernières journées FIFA. En conclusion, en son absence, la défense a été un maillon faible pour cette équipe. Alors, on va revenir sur l'adversaire qui va se dresser devant les Guépards pour ces 3e et 4e journées de ces éliminatoires. Le Rwanda n'est plus un adversaire inconnu pour le Bénin. A priori, la préparation de ce match, il ne devrait pas avoir de difficultés. Forcément, c'est un avantage de connaître l'adversaire, c'est également un piège. Parce que quand vous connaissez un adversaire, ce n'est pas vous seul qui connaissez l'adversaire. L'adversaire vous connaît également. Oui, et aujourd'hui, cette équipe du Rwanda, les Amavubi du Rwanda, connaît très bien l'équipe béninoise. Ce qui a le cliché qu'il y a dans la tête de ces Rwandais actuellement, c'est cette défaite
C'est cette défaite-là qu'on a eue face, qu'ils ont concédé face au Bénin récemment, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, voilà, Coupe du Monde 2026. C'est dans la tête des Rwandais actuellement et ils ne vont pas vouloir perdre encore à nouveau face au Bénin. Donc, c'est un challenge. Le Bénin aussi ne voudra pas perdre. Exactement, c'est un challenge. Justement, personne ne voudra perdre ce match, puisque en perdant déjà, vous laissez des plumes dans la course à la qualification. Oui, et notamment, nous, on n'a même pas droit à l'erreur, puisque on a pratiquement 6 points à prendre. Si le Bénin, on ne va pas commencer avec les 6, mais si on est arrivé à gagner les 2 matchs, on est qualifié directement, on ne va pas attendre les 2. Le Rwanda aussi, il faut le rappeler, aura 6 points à prendre. Maël, restons dans la tanière des Guépards avec l'équipe après maintenant, la sélection locale. Elle aussi se prépare, sinon prépare activement. Rendez-vous continental. Oui, exactement. L'équipe de Moussa Latondi a démarré aujourd'hui en regroupement du côté de Kobe et qui va permettre à l'équipe de Moussa Latondi de s'affiner, de se préparer pour la prochaine édition du championnat d'Afrique des Nations. Il faut dire que sur cette liste-là, on retrouve Aletou Haril, Douyeme Batori, Afisou Adam, Bachirou Sika, Kamaru Madourou, Dossa Igor, Kotiekbe Bassitou, Dassi Gaël, Gounou Abibé, Toukourou Zulkif, Tadjou Alidou Hamza plutôt, Akakbo Oscar, Patrick Sedjame qui a fait son retour du côté des Buffles du Borgou, Moudid Adam Alidou, Alakouton Koke, Humpe Soumaïla, Koro Béranger, Dialilou Ibrahim, Adam Ramzi, Maman Chérif et Chabi Odo Bior. Il faut dire que Moussa Latondi a fait le choix de beaucoup de milieux de terrain avec des profils variés. Et on voit sur cette liste beaucoup d'habitués de la sélection locale. Hein. Oui, forcément. Et vous voyez des joueurs comme Odo Chabi, des habitués, Maman Chérif également. Et vous avez Patrick Sedjamer, l'expérience est là. Vous avez des jeunes comme Betan Koo, Tadjou également. Béranger, autant pour moi, Béranger Koo. Vous avez Tadjou, des joueurs qui ont marqué ce week-end déjà en championnat, des joueurs qui sont dans une très belle forme aujourd'hui. Je crois que cette fois-ci, Moussa Latondi n'aura pas d'excuses. Parce que déjà, je crois dans 2 jours, le 9 prochain, il y a le tirage au sort déjà de ce premier tour-là. Donc, il va forcément travailler davantage parce que le Bénin, rappelons-le, n'a jamais participé à une phase finale de CHAN. Et c'est un défi. Depuis que Moussa Latondi est là, on ne sait pas encore, on ne sait pas ce qui se passe en fait. Il n'a pas réussi. On n'arrive même pas à franchir le premier tour. Et il n'a pas encore réussi à nous qualifier pour ça. Donc, voilà. C'est un gros défi pour lui. On va refermer la page Guépard avec les moins de 20 ans qui, eux, participent du 17 au 31 octobre prochain à Lomé, au tournoi UFOA AB. Oui, pratiquement, Narcisse, c'est la dernière ligne droite pour les Guépards U20 qui participent au prochain tournoi UFOA AB au Togo, à Lomé. Mais en attendant, ils ont démarré depuis le mercredi dernier un stage de regroupement sous la houlette du manager général des équipes de catégorie. Ils sont 33 à répondre à l'appel de ce stage de préparation qui s'annonce vraiment décisif puisque progressivement, le staff va procéder à une réduction de l'effectif pour retenir 30 joueurs et 25 joueurs plutôt qui vont prendre part à la compétition. C'est donc à juste titre que durant la semaine, les entraînements ont grimpé en intensité avec beaucoup d'exercices quotidiens, c'est-à-dire qu'il y a 2 séances par jour pour ces joueurs-là et les principaux ateliers qui ont meublé la semaine de travail était le travail de mise en route avec des exercices de sortie de balle, d'attaque-défense et des oppositions triangulaires. Durant cette phase de présélection, le staff se concentre beaucoup plus sur les essais au niveau des phases de jeu pour dégager la charpente même de cette équipe et la préparation va s'achever le courant de la semaine pour peut-être déboucher sur un match amical avant de rejoindre Lomé au Togo. Voilà pour cette expédition. On va faire un retour sur les championnats nationaux et ce week-end on disputait la 2e journée de la Ligue Pro avec bien sûr de belles victoires pour des équipes comme l'AS Cotonou, encore les défaites du vice-champion en titre et bien sûr du champion en titre. Bon, week-end pas à la fête pour le champion en titre, c'est pas un fameux hasard si les 2 équipes perdent lors de la même journée. Défaite de Coton FC face au Dragon de Lomé, ça c'était à Porto Novo 1-0 et on va souligner, comme vous le disiez tout à l'heure, la défaite du vice-champion d'Adié qui a été battu par les Cavaliers et de Niki. Dans le groupe A, on va retenir la victoire de Espoir de Savalou sur Abeille, le match nul 0-0 entre Béké et Lotopopo. Il faut dire que Lotopopo n'avait pas joué lors de la première journée en raison du contentieux entre le club de Rodillo et la CNSS. Dynamo de Parakou et Bani Gansé ont fait
match nul, 1 but partout. Même score entre Real Sport et Dynamo d'Abomey. Même score également entre la BOA et les Panthères. Dynamique a battu l'AS Takounen 2-1. Rodio a battu Damissa 2-1. Et enfin, match nul, 0 but partout entre l'AS Tonnerre et les Buffles du Borgou. Dans le groupe B, Adidja et Alaspac ont fait match nul, 0 but partout. La Sobema a battu Ayema 2-1. AS Police, victoire 1-0 des policiers sur Étoile Filante. Sitatunga, défait par la jeunesse sportive de Ouida. Aziza, jeunesse sportive de Poubelle, match nul, 0 but partout. Score nul également entre les Requins de l'Atlantique et la jeunesse athlétique de Kétou. Victoire de Asvo sur l'USS Craqué. Et enfin, la victoire de l'AS Cotonou sur Avranches Omnisport. Voilà ce qu'on peut retenir de cette deuxième journée, Narcisse. Oui, Gilda Sadimou, on retient surtout la victoire des Dragons face au Coton. Ah oui, c'est un exploit. C'est un exploit. Aller battre le champion en titre, c'est pas facile. Sinon, battre le champion en titre à domicile, c'était pas facile. Lorsqu'on connaît les Dragons qui alternent le bon et le moins bon, faire ça... Ou le bon ou le mauvais. Faire ça face à Coton, c'est un exploit. Et il faut le dire, cette équipe de Coton, moi, ne m'a pas rassuré. C'est vrai, ils ont gagné le premier match 3-0, mais le score ne reflète pas la philosophie du match, du tout pas. Et cette fois-ci, ils ont perdu face aux Dragons. On va espérer que c'est juste une mauvaise passe et qu'ils vont se relancer dès la prochaine journée. Voilà, de toutes les façons, c'est un bon résultat pour un monument du football béninois qui était en péril. On va terminer, Emmaël, avec la balle au panier. Le Bénin est parmi les nations du continent invitées à prendre part à la régionale Camp FIBA, c'est FIBA. Voilà, FIBA Girls. C'est prévu à Abidjan pour cette année. Cette année, justement, oui. 22 pays prendront part à cette 4e édition de la régionale FIBA Youth Camp Girls à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 21 au 24 octobre prochain. Hormis le Bénin, on retrouvera des nations comme l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Botswana, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, Brazzaville, la Gambie, l'Ouganda, le Kenya, le Ghana, le Mali, le Sénégal ou encore la Tunisie. Il s'agit, Narcisse, d'un camp régional organisé par la Fédération internationale du basketball, FIBA. Il s'agit d'une compétition régionale au profit des jeunes filles dans le but de détecter les talents de ces jeunes filles-là. Il faut dire que le drapeau vert, jaune, rouge du Bénin sera porté haut et fort par Okpeyemi Honorine Laourou. Ainsi, après le régional Youth Camp, parce qu'il y aura la phase des garçons, ça c'est prévu à Douala au Cameroun du 14 au 17 octobre prochain, avant maintenant la phase des filles. Donc plus de 200 athlètes sont attendus à Abidjan. Cette compétition va regrouper des encadreurs, des joueurs de différentes catégories qui viendront s'exposer à la face du monde ou à la face de l'Afrique, avec aussi pour point d'orgue des recruteurs ou des encadreurs qui viendront de la NBA pour permettre à ces jeunes joueuses-là d'acquérir aussi l'expérience du plus haut niveau. Voilà le basketball qui est véritablement en chantier en Afrique. Forcément, il y a un travail qui est fait. Il y a un événement de valeur sur le continent et le Bénin doit pas rester du reste. Voilà. Il faut forcément participer à ces genres de compétitions pour acquérir des expériences parce qu'on sent qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Il faut aujourd'hui maintenant aller s'imposer sur le plan continental. C'est déjà ça, c'est un travail appréciable. Il faut continuer, il faut engager des expériences dans ces compétitions-là. Voilà, c'est ce que nous pouvons faire comme point du tour d'horizon de l'actualité, mais le rendez-vous le plus important de la semaine, on vous en parlait tantôt, le Bénin qui reçoit le Rwanda. Ce sera vendredi prochain à Abidjan, avant bien sûr de se déplacer certainement sur Kigali quelques jours plus tard, le mardi 15 octobre pour être plus précis. Voilà, c'était le factuel de ce qui a fait l'actualité. Place à présent à notre rubrique exclusivité. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire consacré au sport sur Canal 3 Bénin. Au menu ce soir. Sans interruption, c'est une première au Bénin pour une équipe de remporter 3 fois d'affilée le championnat national. Je pense qu'il faut remercier les joueurs parce que ils ont travaillé dur. On n'a pas su gérer la phase de transition et on a encaissé. L'équipe nationale d'athlétisme retrouve la piste pour se préparer. Ali Odi, la Ronwano a été consacrée sacrée championne pour la 3e fois consécutive. Le samedi, les cyclistes ont fait la course sur route. Les coureurs des catégories élites.
Voilà, nous avons le plaisir donc de recevoir cette semaine un buteur. Le Bénin du foot est resté sans nouvelles de vous depuis des mois et que devient Michael Poté, s'interroge tout le monde. Bon, j'étais là, je pense que j'ai refait un peu surface avec l'équipe du Bénin. Michael Poté, oui, on peut le dire ouvertement, c'est un S international béninois qui a beaucoup apporté. Il est venu. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire consacré au sport sur Canal 3 Bénin. Au menu ce soir. Sans interruption, c'est une première au Bénin pour une équipe de remporter 3 fois d'affilée le championnat national. Je pense qu'il faut remercier les joueurs parce que ils ont travaillé dur. On n'a pas su gérer la phase de transition et on a encaissé. L'équipe nationale d'athlétisme retrouve la piste pour se préparer. Ali Odi, la Ronwano a été consacrée sacrée championne pour la 3e fois consécutive. Le samedi, les cyclistes ont fait la course sur route. Les coureurs des catégories élites. Voilà, nous avons le plaisir donc de recevoir cette semaine un buteur. Le Bénin du foot est resté sans nouvelles de vous depuis des mois et que devient Michael Poté, s'interroge tout le monde. Bon, j'étais là, je pense que j'ai refait un peu surface avec l'équipe du Bénin. Michael Poté, oui, on peut le dire ouvertement, c'est un S international béninois qui a beaucoup apporté. Il est venu. Voilà, nous nous autorisons cette semaine un regard sur le cyclisme béninois et qui peut mieux nous aider à le faire, sinon à faire cet exercice, celui qui préside aux destinées de cette discipline au Bénin depuis quelques années, Monsieur Romuald Hazoumen. Monsieur Hazoumen, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, quelques semaines après votre intervention ici en appel vidéo, il faut le dire, dans cette émission, nous avons le plaisir donc de vous recevoir sur ce plateau. Nous vous remercions, comme je le disais tantôt, mais avant d'aller dans le vif du sujet, souffrez qu'on parle d'abord de votre personne. Vous revenez, sinon vous avez reçu cette semaine, sinon la semaine dernière, un prix à l'international, une distinction de l'Union cycliste internationale justement. Dites-nous de quoi il s'agit. Non, il s'agit, lors du congrès, on décerne à un président ou un vice-président ou de l'UCI ou d'une fédération le mérite de l'UCI. Le mérite de l'UCI, il y a seulement 5 qui sont décernés chaque année et puis on voit quelqu'un qui a rendu service au cyclisme pour le développement, pour ce qu'il a eu à faire. Et puis, j'étais totalement surpris d'entendre mon nom parce que je ne m'y attendais pas du tout. Sinon, j'aurais mis un grand boubou, un grand boubou comme je mettais d'habitude au congrès. Mais le problème ce jour-là, c'est qu'il pleuvait et le boubou allait prendre tellement la boue et l'eau que j'ai pas mis de boubou. Je suis allé comme ça. Je ne savais pas, donc c'était une grande surprise. Donc voilà, j'ai vu qu'il y avait une vidéo et cette vidéo traçait un peu mon parcours dans le cyclisme et dans mon métier. Donc c'était une belle surprise, voilà. Un bel hommage aussi, non? Un bel hommage rendu au Bénin. Au Bénin parce que l'Union cycliste internationale a remarqué que non seulement nous avons fait un travail pour le Bénin, mais nous avons aussi fait un travail pour l'Afrique, c'est que nous inspirons l'Afrique, parce que ce que nous avons fait au Bénin en 6-7 ans n'est nulle part en Afrique. Voilà, c'est-à-dire que l'équipement, les infrastructures que nous avons, et puis les infrastructures, je veux parler des routes, des nouvelles routes que le gouvernement Talon a eu à faire, compte énormément aussi dans ce mérite. Tout à fait. Bon, parce qu'il ne faut pas croire que c'est votre champ d'expression. Oui, il ne faut pas croire que un individu, lui tout seul, il arrive et puis on lui... Non, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Justement, je me suis amusé à lire d'abord le message de l'UCI et derrière cette distinction, un message qui dit, citation, ce prix récompense votre long et important engagement pour le développement du cyclisme au Bénin et en Afrique. Fin de citation. D'abord, qu'est-ce que cela vous inspire? Non, cela m'inspire que le travail bien fait
de travail bien fait à tous les niveaux est visible, devient visible, malgré tout devient visible. C'est exactement comme on vous dit aujourd'hui, ce gouvernement Talon, ils n'ont rien fait. Il y a des gens qui continuent de le dire, qui n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Que Al-Fatah Minadoua. Bon, ils n'ont rien fait. C'est des langages politiques. Oui, c'est des langages politiques, mais en réalité, dans quelques années, quand le gouvernement Talon ne sera plus là, on se rendra compte que, en fait, les gars, ils ont beaucoup travaillé. Donc, nous, on utilise ces infrastructures-là. Donc, c'est pour cette raison que je dis, ce que ça m'inspire, moi, c'est qu'il faut continuer dans cette même dynamique et qu'il faut penser à la jeunesse, il faut penser à la formation, il faut penser à la relève. Voilà. On revient encore à cet hommage, un hommage que vous avez tenu à partager avec tout le peuple béninois, parce que derrière ça, j'ai encore lu votre réaction sur les réseaux sociaux où vous déclarez que cette récompense est le fruit de tout le mouvement sportif. Que voulez-vous dire par là? Oui, vous savez, le mouvement sportif est complexe au Bénin. Quand on prend le mouvement sportif, il y a des gens qui sont là seulement pour la place qu'il faut occuper. Il y a des gens qui sont là, ils ne sont pas compétents. Disons-nous clairement les choses, ils ne sont pas compétents. Il y a d'autres qui sont très compétents, qu'on écrase. Il y a des joueurs qui sont bons, qu'on ne sélectionne pas. Et quand on a un prix comme ça, il faudrait que ça inspire toute cette classe-là, entre les médiocres, les moins bons et les bons. Il faudrait que ça inspire tout le monde pour dire, voilà, si on fait bien, si on met les bonnes personnes à la place qu'il faut, déjà, c'est le pays qui gagne et c'est nous-mêmes qui gagnons. Donc, je pense que c'est clair. C'est pour ça que je dédie ce prix au mouvement sportif. Parce que quand on voit ce qui se passe au mouvement sportif aujourd'hui, et depuis l'avènement du président Talon, mais le mouvement sportif a beaucoup de mérite. C'est que les choses ont changé. C'est plus comme avant. Parce qu'avant, c'était toujours problématique. C'était toujours les moins bons qui se pointaient. Le gars n'a même pas le bon kimono qu'il faut, mais c'est lui qui va aller. Le gars ne sait pas compétir, c'est lui qui va aller. Ou par exemple, on choisit des DTN qui échouent aux examens, parce qu'ils ont DTN, mais ils échouent aux examens. Les petits qui sont bons réussissent aux examens. C'est compliqué. Donc, je pense que le fait de dédier ce prix au mouvement sportif inspirera beaucoup de gens dans ce mouvement sportif à être juste avec eux-mêmes déjà. Tout à fait. Voilà. Alors, en face de vous ce soir, Monsieur Innocent Yaka, c'est pour parler d'un autre sport individuel, la gymnastique, pour être plus précis. Monsieur Innocent Yaka, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le Je rappelle, vous êtes le directeur technique national de la Fédération béninoise de gymnastique. La semaine dernière, on parlait de la participation du Bénin au dernier championnat d'Afrique, si je ne dis pas de bêtises, qui ont lieu bien sûr en Égypte, avec la moisson quelque peu historique que vous nous avez ramené. Vous nous rappelez rapidement le contenu de cette moisson? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. On était au Caire pour le 18e championnat d'Afrique de gymnastique aérobique. Et on est revenu avec 3 médailles d'or, 5 argent et 2 bronzes. Oui, ça n'a pas été facile parce qu'il y a eu beaucoup de stress. Parce que, imaginez, moi, en tant qu'entraîneur, travailler avec les enfants, mais arriver là-bas, être juge et juger, noter mes propres gymnastes, ce n'est pas la joie. Et imaginez tout le stress qui est derrière, ce n'est pas facile. Donc, si on a pu avoir ces résultats, on ne peut que se féliciter et féliciter le gouvernement parce que le ministre actuel fait beaucoup d'efforts. Sans leur accompagnement, on ne pouvait pas envoyer 10 gymnastes à une compétition. C'est la première. C'est ça. Alors ça vous a permis bien sûr de glaner tous ces lauriers qui aujourd'hui font la fierté bien sûr de cette discipline. Mais quand on prend aujourd'hui le sérail de cette discipline, la gymnastique surtout aérobique, quels sont les athlètes sur lesquels le pays peut justement compter pour glaner bien d'autres lauriers à l'international à l'avenir? Oui,
sur les 10 gymnastes que nous avions envoyés au championnat d'Afrique, il n'y a que 4 qui sont des anciens, qui sont habitués du championnat d'Afrique. Il y a 7, c'est leur première participation. Et si tous les 10 athlètes ont pu avoir de médailles, ça veut dire que la relève est assurée. Nous avions amené les seniors, les juniors et les age group. Les age group, c'est de 12 à 14 ans. Donc, dans 2 ans, les juniors vont devenir seniors. Donc, il y a déjà la relève. Les age group, il y en a d'autres qui seront encore age group, d'autres qui seront des juniors. Donc, on a encore d'autres qu'on a laissés sur le carreau parce que, compte tenu des moyens, on en avait laissé d'autres après la préparation. Donc, ceux-là ont déjà continué les entraînements et on travaille pour le long terme parce que pour une préparation, il ne faut pas prendre quelques mois pour une préparation. C'est à long terme. On est revenu, c'est qu'en 2026, on a encore autre championnat d'Afrique. Donc, il faut qu'on se mette en même temps dans la danse. Et les enfants, même au retour du championnat, 3 jours après, ils nous ont demandé, on travaille quand? Donc, eux-mêmes ont déjà vu les difficultés. Ils ont vu ce qu'il faut corriger pour être encore rendez-vous dans 2 ans. Comme quoi, pour affronter le sport de haut niveau, il faut se planifier, il faut travailler et dur. Alors, M. Azmeh, on en vient maintenant au vélo béninois. D'abord, l'actualité, c'est le Tour cycliste international de Côte d'Ivoire. Le Bénin y est présent? Non, mais cette actualité est passée déjà. À 21h exactement, atterrissait l'équipe nationale élite hommes. Ils viennent de Yaoundé parce qu'ils ont participé au Grand Prix Chantal Biya au Cameroun. Donc ils viennent d'atterrir. C'est ça notre actualité. Et quelle a été leur... On n'a pas été bon du tout. On n'a pas été bon du tout. Disons-nous la vérité, on n'a pas été bon du tout parce que on a des enfants qui se prennent pour des stars. Oui, qui se prennent pour des stars. Or, ce n'est que des enfants. Ce n'est pas la faute aux encadreurs. Si ils font la grosse tête, ils prennent la grosse tête. Non, ce n'est pas la faute aux encadreurs. Parce que vous savez, chez nous, il y a ce qu'on appelle la diététique, la nutrition. Un coureur, le soir, doit manger peu. Et eux, ils ont mangé. Et on leur a dit, c'est bon, ne mangez pas. Ils sont sortis. Malgré qu'on leur a interdit de sortir. Ils sont sortis, ils sont allés manger la viande boucanée dehors. Donc ils ont chopé la diarrhée et 2 ont été à la première étape dégagés. Le meilleur parmi eux, le capitaine, le leader, il était à quelques minutes d'être hors délai, ce qui est absolument inadmissible. Nous sommes une nation dont les gens ont peur aujourd'hui en cyclisme. C'est vrai que leur jeune âge ne leur permet pas encore de s'imposer devant, mais nous pouvons gagner. Donc, alors, et quelles sont les sanctions qui sont prévues pour ce genre de comportement? Non, mais... Ou bien vous les regardez faire seulement? Ah non. Moi, je ne regarde pas faire. Donc, j'attends les rapports, j'attends qu'on m'explique. Et puis après, on verra. Mais vous avez Parce remarqué... que porter les couleurs nationales, c'est une grosse responsabilité. Oui, mais vous avez remarqué que mes décisions prises avec le comité exécutif sont sans appel. C'est-à-dire que nous, ces gamins-là, on ne va pas faire long feu avec eux. Eux-mêmes, ils savent, parce qu'ils n'en ont pas l'attitude. C'est pour ça que vous allez voir qu'au championnat du monde, ce n'est pas eux qui sont allés. Bon, parce qu'ils ne sont même pas dans le quota. Et c'est malheureux. Oh, c'est des gens qui peuvent être dans le quota s'ils travaillent. Ils ne sont même pas dans le quota. Parce qu'on a eu des quotas. On n'a pas eu de quota élite. Parce qu'ils ne prennent pas ce qu'ils font au sérieux, vraiment. Comme ils y gagnent de l'argent, ils font le travail minimum, ils ne s'entraînent pas comme il faut. Oui, c'est dommage. Donc nous, maintenant, on mise sur la jeune génération, sur les U23 et les juniors. Donc les juniors, U23 vont faire l'affaire parce que si on leur apprend comment il faut faire, ils vont arriver. Parce que de toute façon, ce que je dis chaque fois, c'est que ni eux, ni moi ne sont indispensables dans le cyclisme. Ni eux, ni moi. Mais moi, je sais une chose.
Et si ça ne marche pas, je vais en remplacer. Oui. Vous créez un vivier dans ce sens. Il y a un vivier énorme. Et qui sont là, à qui nous faisons des passeports, à qui nous donnons des vélos, nous les mettons en jambes. Il y a un vivier à Natitengu que nous sommes en train, c'est un projet qu'on a donné 15 vélos dans le nord. Et puis après, on les laisse s'entraîner. Après, nous allons faire la détection et nous allons trouver les filles qui sont très bonnes dans ce vivier-là. Et puis, on va continuer avec. Voilà, donc ça va rouler. Justement, en parlant de vivier, on voit aujourd'hui un effort en termes d'équipement pour les athlètes, des modules de formation pour les encadrer, une certaine visibilité. Et surtout du tour. Il faut savoir qu'au Bénin, c'est là où on forme le mieux. Oui. Il faut vous jeter des fleurs, monsieur. Non. Regardez, on vient de faire une formation de commissaire de course. Et pour une première fois, un pays, sur 25 candidats, on a eu 16 commissaires de course au Bénin. L'UCI dit, mais qu'est-ce qui se passe au Bénin? Nous formons des entraîneurs au e-biking. On a 5 entraîneurs qui font du e-biking. Nous avons des machines e-bike. Nous avons un équipement. L'UCI l'a dit. Si vous avez vu la vidéo de l'UCI, les gens le disent. On est vraiment équipés. On fait ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut le matériel humain. Et c'est un peu partout. Au football, pareil. Au volley, pareil. Il faut le matériel humain. Des gens qui ont la niaque pour aller gagner, qui savent de quoi on parle et qui peuvent aller affronter l'adversaire en disant, ça là, je fais ça non seulement pour moi, mais je fais ça pour le pays aussi. Il manque cela, mais ça viendra. Le patriotisme en quelque sorte. Et voilà. Monsieur Innocent Yaka, je reviens à vous justement par rapport à ce qui reste sur l'agenda de la Fédération de gymnastique pour cette saison. Bon, ce qui reste, les regards sont tournés vers le championnat national. Puisque c'est ça. Oui, c'est en décembre. En décembre prochain, oui. En fin d'année. Oui. Donc, il va falloir qu'on travaille davantage dans les départements pour qu'il y ait réellement plus de participation. Et après, il y a les élections pour changer le bureau de l'Union africaine de gymnastique et la Fédération internationale. Ça, c'est administratif. Oui. Donc, moi, je parle du point de vue technique. Il y a le championnat, il y a les formations dans les départements et autres. D'accord. Merci, monsieur Innocent Yaka. Alors, monsieur Razmer, vous parliez de vivier tantôt, et c'est par là on va finir justement. On parle de vivier, on forme des athlètes, mais dites-nous, à quelle échéance on peut attendre, par exemple, une victoire d'étape à un tour cycliste international pour le Bénin? Oui, peut-être bientôt. Peut-être bientôt, parce que nous, ce qu'on vise, c'est que quand vous regardez le cycliste, si vous ne comprenez pas le cycliste, vous avez l'impression que le Bénin n'avance pas, que le Bénin ne progresse pas. Il y a plein de pays qui viennent chez nous, mais qui ne sont pas au championnat du monde. Nous faisons des points pour aller au championnat du monde. Et la manière de faire des points pour aller au championnat du monde est une intelligence que tous les pays n'ont pas, parce qu'il faut avoir les moyens pour pouvoir faire des points. D'accord? Donc, si nous envoyons 3 personnes au championnat du monde, pour moi, c'est plus important d'envoyer 3 personnes au championnat du monde qui ont battu des gens qui vivent en Europe et qui sont des Africains qu'on a regroupés en Europe par le Centre mondial du cyclisme et qui courent en Europe, qui font plus de courses que nous. On les a battus. On a battu ceux-là parce que quand tu regardes dans le classement, nos filles les ont battus. Nos filles ont fini. Donc, c'est ça qui est important. Parce que c'est le baromètre, là. C'est pas une couche ici où tu envoies les professionnels. Et quand tu envoies les professionnels chez nous, bon, parce que notre course c'est UCI, tout le monde a le droit de venir à notre tour. Et nous avons l'obligation d'inviter les 3 premières nations qui, en majorité, vivent en altitude. Donc, quand ils sont sur le plat chez nous, ils sont meilleurs. Il serait difficile qu'on gagne, mais un jour, on va arriver à s'organiser et gagner. Donc, ils sont plus forts que nous. Donc, ce que moi je dis, nous avançons. Les résultats sont là et bientôt, nous allons gagner. Vous avancez, vous avez même étoffé votre catalogue de compétitions statutaires. Vous en avez créé cette année? Oui, on a créé une compétition sur route tous les mois maintenant, qui est sponsorisée par nos sponsors Sobrebra, CFAO, Move, Erevan
et NCA. Et ces courses-là nous permettent de voir l'évolution des gamins que nous sommes en train de mettre sur orbite en ce moment. Parce que à chaque course, il y a quelque chose à gagner, il y a des points qui sont calculés, et puis on fait un ranking de la jeunesse. Maintenant, on a institué 2 autres courses obligatoires par mois qui sont des courses virtuelles, des courses qu'on appelle de e-biking. Parce que pour une première en Afrique, le Bénin va présenter 2 équipes au championnat du monde de e-biking qui aura lieu à Abu Dhabi. Voilà. Donc le e-biking, c'est quoi? Nous avons des machines à Porto Novo, des machines à Agla dans Cotonou, des machines à Djougou, des machines à Boïcon. Les gamins se mettent dessus à une heure donnée. L'électricité est contrôlée. Et le Wi-Fi est donné par Move. Et nous courons avec des Américains, des Anglais, des Israéliens, des gens de partout dans le monde qui font cette course-là. Et nous regardons les résultats. Et nous faisons mieux chaque fois. Nous devons faire 2 courses de e-biking par mois. Donc ça leur permet d'être en jambes et d'être toujours en compétition. Parce qu'une course sur route coûte beaucoup plus cher. Voilà. Merci, monsieur Razme, pour ces explications. Mais avant de partir, un mot pour conclure. Un mot, moi, je veux vous remercier. Je veux féliciter vraiment le travail que la gymnastique et les autres sports font. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est seulement le cyclisme seul qui marche au Bénin. Non, non, non. Les autres sports, vraiment, ils font un effort incroyable. Et surtout remercier le gouvernement, par le biais du ministre, qui a décidé cette année de pouvoir payer la participation des équipes nationales aux grandes compétitions. Nous, cette fois-ci, on a refusé d'aller au championnat d'Afrique, au Kenya, parce que c'était dangereux pour les enfants, parce que la CAC, Confédération africaine, s'y est mal pris. Nous avons averti l'Union cycliste internationale en disant nous ne mettrons pas nos enfants en danger. Donc nous avons refusé. Nous avons écrit les raisons, parce que l'altitude, il faut s'acclimater 15 jours minimum avant de courir. Sinon les enfants, ils vont pisser du sang du nez. Parce que, évitez donc d'envoyer les athlètes à l'abattoir. À l'abattoir, comme voilà. On le dit. Merci. Donc je vous remercie de m'avoir invité. Merci, et bravo monsieur. encore. Merci, monsieur Robiada. Razme, je rappelle que vous êtes le président de la Fédération béninoise de cyclisme et vous étiez en plateau ici sur Canal Sport pour nous informer sur la santé actuelle de cette discipline au Bénin. En face de vous, monsieur Innocent Yaka, un dernier mot? Oui, je tiens à remercier tous les parents qui laissent les enfants aller faire du sport. Je remercie tous les journalistes qui accompagnent les fédérations. Toutes les fédérations qui essayent de se battre pour se hisser, et aussi les sportifs. Parce que sans les sportifs, on ne peut rien. Voilà, ceux-là qui s'emploient pour la visibilité de notre pays, parce que le sport, c'est un vecteur de diplomatie, comme on le dit. Nous arrivons au terme de notre aventure de ce soir. Tout le plaisir a été pour nous de vous tenir compagnie pendant près d'1 heure et retrouver toute l'équipe de la rédaction sportive de votre chaîne lundi prochain dès qu'il sonnera 21 h. Bonne soirée à toutes et à tous et sportivement vôtre.